Nutri7, vitrine industrie du futur aux objectifs humanitaires. Alors, qui on est on a un groupe agroalimentaire familial qui lutte contre la malnutrition pour les personnes et populations vulnérables, notamment basées en Afrique. Quelques dates clés pour mieux nous connaître. Donc en 86, c'est la création de Nutri7. Donc on va fêter nos 35 ans cette année, notamment avec l'invention de 2 premiers produits qui sont des laits thérapeutiques, qui sont toujours dans notre gamme aujourd'hui. Donc le groupe a été créé par Michel Lescane, président et fondateur du groupe. En 96, c'est une date clé également pour nous, 10 ans après la création de Nutri7, avec notamment la création de Plum Peanut, donc Ready to Use Therapeutic Food, qui est un produit qui a été reconnu sur le terrain via plein de tests, notamment avec l'OMS, comme un produit qui permet de traiter la malnutrition aiguë sévère. Donc c'est la malnutrition la plus critique. Pour cela, en fait, on utilise des MUAC. Ce qu'on appelle des MUAC, c'est des petits bracelets qui permettent de mesurer le diamètre des enfants du bras. Et en fonction de la couleur du diamètre, quand on est dans le rouge, c'est le plus sévère. On prescrit les produits qui vont avec. Donc tous nos produits, ils ont une charte graphique colorée du rouge le plus, on va dire, critique, où là on compte le nombre de jours qui reste à l'enfant s'il n'est pas pris en charge, au plus préventif. Orange, jaune, etc. Jusqu'à même, quand on parle de préventif, c'est qu'on va même traiter la malnutrition dès la conception, entre guillemets, de l'enfant, dans le bébé dans le ventre de la maman, pour les futures mamans ou femmes enceintes et allaitantes. 2005, une autre date clé, puisque le groupe Nutri7 crée le réseau Plunpifield. Michel, plutôt te garder tout le savoir-faire, les produits en France, ici à Malonnet, a souhaité créer un réseau, en plus du site ici, historique, au plus proche des besoins, notamment en Afrique. D'où la création de ce réseau où en fait on a développé une dizaine d'entreprises, notamment en Afrique, en Inde et une partie sur le continent américain, pour vraiment traiter les besoins locaux sur place, au plus proche des bénéficiaires. Donc c'est assez innovant parce que ce réseau-là, en fait, nous a permis aussi de tester plusieurs modèles économiques. C'est un réseau de franchise industrielle, c'est quand même assez atypique. Donc en fait, quand on développe par exemple une installation en Afrique, on vient vraiment avec un full package global, c'est-à-dire qu'on monte l'usine, on amène le process, les compétences, les formations, on fait le sourcing si besoin des matières premières et packaging, sachant que l'idée, c'est quand même de sourcer autant qu'on peut localement pour développer l'activité locale, l'emploi. On les accompagne au niveau des normes, la qualité, etc. Donc on amène vraiment un service clé en main localement. Donc c'est un réseau de franchise. On est également actionnaire dans certains des boards. On a des filiales à 100%. On a des partenaires sous JV, etc. Enfin, en fait, on a testé plusieurs modèles économiques. Et de plus en plus, on veut se rapprocher des besoins encore plus en direct, où on approche les gouvernements. Ça a été le cas, par exemple, en Guinée. On a traité directement avec Alpha Condé à l'époque pour amener une solution sur place, sans forcément passer par nos clients historiques, on va dire les Nations Unies par exemple. On y va en direct. 2010, une autre date clé, donc avec le produit SQLNS, Nutributter et Novum. Donc là, on est encore une fois, on est plus dans le préventif, parce que là, on traite directement la future maman pendant la grossesse, parce qu'il y a des risques à ce que le bébé souffre déjà de malnutrition à la naissance. Là, une petite photo du groupe Nutri7. Donc, on a à peu près 250 collaborateurs ici sur le site en France, qui hébergent toutes les fonctions du groupe, que ce soit la partie exploitation industrielle, mais également les fonctions R&D, recherche, support, finance, informatique, RH, etc. On a été également innovant puisqu'on était la première entreprise à objet social étendu en 2015. OZ. Alors on en parle de plus en plus aujourd'hui des responsabilités sociétales et des mandats d'entreprise. Mais on était la première entreprise, et c'était une demande de notre président Michel Lescane à l'époque, qui disait que quiconque soit à la tête, on va dire, du groupe à terme, ce qu'il faut, c'est défendre nos valeurs et qui on est. Et c'est de là est venu ce concept objet social étendu qu'on a travaillé avec l'école des mines d'ailleurs sous forme d'une chaire. On a défini nos différents engagements
qui sont à peu près 9 ou 10 de mémoire. Et de par ces engagements, on fait une revue tous les ans pour vérifier qu'on est toujours, entre guillemets, dans nos valeurs, dans ce qu'on est. Et il y a une commission qui se réunit pour ça, pour vérifier que c'est bien le cas. On couvre à peu près entre 7 et 8 millions d'enfants en fonction des années par la production ici, sachant qu'ici, on fait entre 45 000 et 50 000 tonnes par an. Donc, ça nous permet de prendre en charge entre 7 et 8 millions d'enfants. Cette année, on va fêter nos 35 ans et on devrait approcher, depuis la création, 100 millions d'enfants traités, depuis la création de Nutri-7 dans le monde. Juste un slide pour vous expliquer où on va. Donc, nos 5 dernières années, donc, la stratégie, c'était lutter contre la malnutrition par l'autonomie nutritionnelle pour tous, notamment la création du réseau localement, etc. Et on a réfléchi l'année dernière dans la continuité, notre stratégie à 5 ans qui, bien évidemment, continue à être traiter la malnutrition, etc. Mais on a essayé de l'ouvrir à ma nutrition, ma santé, ce qui ouvre un petit peu le champ des possibles, notamment sur d'autres maladies tout au long du cycle de vie, on va dire, de notre vie. Et on veut, encore une fois, continuer à être le leader dans la lutte contre la malnutrition, mais on veut également adresser des solutions nutritionnelles à d'autres maladies type VIH, malaria, tuberculose, par exemple. Et on veut également adresser des solutions nutritionnelles, puisque c'est notre savoir-faire, à d'autres cibles de population. Et je pense notamment aux seniors. On est en train de développer une gamme Appétit Mix pour les seniors, pour traiter la malnutrition des seniors, notamment dans les EHPAD ou autres. C'est un sujet qu'on a entendu parler notamment l'année dernière avec le Covid, mais qu'on avait déjà conscience chez Nutri-7 depuis pas mal d'années. C'est un vrai sujet. Donc voilà pour Nutri-7. Donc Nutri-7 vitrine industrie du futur. En quoi on est industrie du futur? Alors, on a été labellisé officiellement en juin 2019. L'industrie du futur pour Nutri-7, ça ne se réduit pas forcément à la digitalisation et une rupture technologique, comme on peut le voir dans beaucoup d'industries. Pour nous, ça fait écho à plusieurs choses. Déjà, on a toujours été innovant, ça fait partie de l'ADN de la maison, de la marque, ne serait-ce que par Michel Lescal, le président fondateur, qui a créé tous ces produits qui n'existaient pas avant, de lutte contre la malnutrition. Également, la fonction innovation d'ailleurs est dans notre entreprise depuis longtemps, depuis de longues dates. Et moi qui ai travaillé dans des grands groupes avant, c'était pas forcément le cas. Enfin, on entend plus parler maintenant de fonction innovation, que ce soit innovation produit, innovation organisationnelle, innovation technologique, etc. Mais en fait, chez Nutri-7, ça fait maintenant des années que cette fonction existe déjà. Pour montrer vraiment que c'est dans l'ADN, vraiment de chercher tout le temps l'innovation au quotidien. On a été innovant via la gouvernance, parce que je vais toucher un petit mot notamment du mandat objet social étendu. On a été innovant dans la création du réseau Plenpifield et on continue d'être innovant parce qu'au-delà des modèles économiques, depuis 2 ans, on a créé ce qu'on appelle un Mobinut, c'est-à-dire une usine en conteneur. Donc aujourd'hui, on est capable d'installer entre 6 et 9 mois une usine au besoin, en Afrique par exemple, avec 3 conteneurs. La fabrication, le conditionnement et les utilities, pour pouvoir démarrer très très vite de la production locale pour répondre à des besoins. Donc c'est assez innovant dans notre secteur. Et surtout, ça permet en parallèle, si besoin, de construire une usine qui prend un peu plus de temps, en dur, le temps de monter à l'échelle. On est également présent dans les commissions de notre activité mondiale, c'est-à-dire type le Codex, Codex Alimentarius, l'ISDI, qui sont vraiment les commissions qui définissent les standards et les normes de demain, que ce soit réglementaire, qualité, spécification produit, etc. On est très très sollicité et on a le lead, on va dire, sur ces sujets-là en tant que pionnier créateur de ces produits pour continuer à co-construire, on va dire co-développer avec nos clients les produits de demain. Donc c'est quand même une responsabilité lourde aussi pour le groupe d'assumer tout ça. Et après, sur la partie industrielle, donc on a lancé beaucoup de démarches qu'on va pouvoir voir par la suite, mais on a au moins un élément majeur pour nous, c'est qu'on a su développer une hyper-agilité très forte sur toute la chaîne.
Quand on parle d'hyperagilité et de toute la chaîne, c'est de nos fournisseurs du sourcing jusqu'à l'arrivée aux bénéficiaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille des produits donc agroalimentaires, on produit des produits agroalimentaires qui ont une durée de vie de 2 ans, mais qui sont contraints à une date limite d'expédition en stock de 3 à 4 mois. Au-delà de 3 à 4 mois d'âge, on ne peut plus les expédier. C'est nos clients qui nous le demandent, parce que d'ailleurs, il y a une chaîne qui est très longue jusqu'à l'arrivée des bénéficiaires, notamment parce qu'il y a une grosse partie qui part en Afrique, et même si l'Afrique se structure en termes de logistique, il y a encore des choses fortement à développer, ne serait-ce que de sortir des ports, le routier, tout ça qui est très, très chaotique. Donc en fait, quand on dit ça, déjà c'est pas simple, parce que nos produits, même s'ils ont 2 ans de durée de vie, finalement, on ne peut pas aller au-delà de 3-4 mois de stock. Et 2, on gère de la crise. Donc on a une équipe supply chain qui fait un super travail avec des plans industriels commerciaux, des prévisions, etc. Mais en fait, finalement, on est en permanence en gestion de la demande et en adaptation, en fait. C'est difficile de prévoir des crises. Et donc, quand on sait qu'on doit gérer l'imprévu avec des produits qui périment, où le stock n'est pas une réponse, parce que de toute façon, 3 mois de stock, chez nous, ça veut rien dire. 3 mois de stock, ça peut être 3000 tonnes, ça peut être 300 tonnes, en fait, ça veut rien dire. On a tout misé sur l'hyperagilité de toute la chaîne, de nos fournisseurs, la production jusqu'aux expéditions. Et quand je dis ça, c'est qu'ici, l'usine, tous les ans, elle oscille entre 30% et 120% de taux de charge, tous les ans. L'année dernière, par exemple, de janvier à mars, on n'avait pas d'activité. Il y avait 4 lignes qui fonctionnaient, pas d'activité. En plus, on avait eu quelques soucis comme d'autres, de grève portuaire, des choses comme ça. Enfin, en gros, l'activité était chaotique. Il y a eu les annonces du 16 mars avec le premier confinement. On a arrêté l'usine pendant 10 jours pour encore rehausser notre plan sanitaire et d'hygiène, même si vous verrez, pour ceux qui font la visite usine, on est déjà à un niveau d'hygiène très, très élevé. On a redémarré l'usine le 6 avril. Et elle a travaillé non-stop jusqu'au mois de décembre. On est passé d'un premier trimestre, avant confinement, il n'y avait quasiment rien à faire, à 8 à 9 mois derrière, pleine capacité, pleine balle, parce qu'entre-temps, les commandes étaient tombées. Et en une semaine, on a mis l'usine à 120%. On travaille les week-ends, jours fériés, non-stop, en plein confinement, pour honorer les besoins. Donc ça, c'est une force vraiment de notre site industriel. Et pour cela, on s'adosse de différentes démarches industrielles que je vais vous présenter. Donc le Bobinote, on en a parlé, donc ça c'est pour illustrer ce que je vous disais. Donc depuis à peu près 2 ans maintenant, on a fourni 2 Mobinotes, un en Guinée, qui est issu d'une rencontre entre notre directrice générale Adeline Lescane, fille de Michel Lescane, président fondateur, avec Alpha Condé et Isabelle Lescane, où en fait ils ont donc discuté avec le président guinéen sur les besoins, etc. Et on lui a proposé d'installer pour lui un Mobinote pour traiter les besoins locaux. On en a un deuxième là, qui est en expédition prévue à Madagascar. Donc là, on est vraiment dans l'esprit du manufacturing as a service, mais vraiment dans un full service, quoi, un full package. On amène tout, quoi. Les infras, le process, la compétence. Parce que d'ailleurs, on a toutes nos équipes ici d'ingénierie, maintenance, qualité. Tout ça, ça accompagne les structures pour mettre en route l'outil, quoi. On est également précurseur donc, dans les standards technologiques, comme je vous disais tout à l'heure. On a développé beaucoup de technologies. Alors, process et infrastructure, on est dans un milieu très exigeant. Vous allez voir, on est dans le secteur agroalimentaire. Mais moi qui ai travaillé dans la cosmétique pharmaceutique avant, au niveau exigence, on est plus proche du pharma-cosméto que de l'agro, même si on produit des produits agroalimentaires, parce que justement, ils ont vocation à traiter la santé, la malnutrition. Et donc, ils sont soumis à des normes très exigeantes de nos clients. Donc, des standards technologiques comme la thermisation, qui est un process qu'on a développé en interne, les impressions de data matrix. Aujourd'hui, on trace nos conteneurs avec un outil digital. Demain, on va tracer les cartons sur tout le cycle de vie du carton, etc., etc. On a notre rôle également dans les normes de demain, comme je disais, avec le Codex Alimentarius, mais également l'ISDI. Donc, on co-développe les standards et les normes. Ce qu'on veut, c'est surtout pas banaliser les produits. Aujourd'hui, on est, je vous cache pas, très concurrencé par des concurrents locaux, un peu low cost aussi, plutôt suiveurs que développeurs. Puisqu'une fois que les specs elles sont diffusées, l'idée c'est qu'ils les respectent, mais c'est pas eux qui co-développent les produits ou les spécifications. Et des structures, on va dire, très réduites de production en fait, des ateliers. Nous, le groupe, on porte toute la recherche, le développement du secteur, etc. Donc, on a une structure qui est un peu différente de la leur, qu'il faut aussi pouvoir financer.
Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout éviter de banaliser les produits. On cherche plus à continuer de les développer, augmenter les specs, qu'à les réduire. Parce qu'il est vraiment important que ces produits aient l'effet qu'ils ont aujourd'hui. Enfin, il ne faut surtout pas qu'on dégrade le pourcentage d'effet derrière pour les bénéficiaires. On a lancé donc différentes démarches industrielles, notamment l'excellence opérationnelle dans l'usine. Alors toutes nos démarches industrielles, elles sont centrées sur une chose, nos collaborateurs. On parle souvent de pyramide inversée, on part des collaborateurs, on remonte jusqu'à la direction, mais c'est avec les collaborateurs qu'on construit tout ça. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est notre mandat, c'est d'avoir de l'impact et de la valeur ajoutée pour nos clients et bénéficiaires. On a lancé une démarche Mon usine est belle que vous verrez dans l'usine. Alors toutes ces démarches-là, je ne m'étale pas trop parce que le mieux c'est de voir l'usine. Mon usine est belle, c'est assez atypique quand même parce que pour visiter beaucoup d'entreprises et d'usines, finalement, on a au moins un pot commun, c'est nos codes industriels. On voit des panneaux d'amélioration, des indicateurs, etc., etc., des panneaux sur la sécurité, la qualité, l'environnement, etc. Tout ça, c'est ce que j'appelle moi les codes industriels qu'on retrouve dans toutes les usines normalement. Ce qu'on a voulu développer par Mon usine est belle sous l'impulsion de Michel quand on a fait une visite il y a 3 ans ensemble, c'est le autre. C'est-à-dire que ça, on l'a, les codes industriels, mais finalement, c'est tout ce qui est autour du bien-être, la qualité de vie au travail, dans l'usine, etc., Et encore une fois, avec les collaborateurs, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient fiers de leur outil et qu'ils se sentent bien dans leur outil. D'autant plus qu'on a quand même très fortement développé l'usine. Développer l'usine, c'est aussi automatisé, robotisé. Donc on se retrouve avec des opérateurs un peu plus, on va dire, isolés, notamment dans des zones qui sont a priori pas toujours super sexy, entre guillemets. Ils n'ont pas forcément la vue sur l'extérieur, etc. Et c'est tout ça qu'on a voulu travailler par la démarche Mon usine est belle pour rendre l'usine très agréable. La démarche sécurité, bien évidemment, comme tout industriel, le côté un petit peu innovant qu'on a eu, c'est que au-delà des codes classiques de la sécurité qu'on peut retrouver, les indicateurs qui vont avec, c'est l'approche, encore une fois, qu'on a eu de co-construction avec les collaborateurs, des dialogues très forts avec eux pour monter cette démarche, que ce soit pas pris comme quelque chose, on va dire, contraignant, mais plutôt valorisant pour tous. Sachant que tous ces sujets que je vous adresse là, je disais que Nutricet c'est 86, mais finalement l'histoire industrielle de Nutricet c'est à peu près 2000. Donc, parce qu'avant c'était de la sous-traitance. Donc 21 ans d'histoire industrielle, pour un industriel c'est quand même encore assez jeune. Et vu la croissance de l'entreprise, il y avait eu entre guillemets quelques dossiers de côté volontairement, parce qu'il fallait avant tout fournir. Donc tous ces sujets-là, ils sont encore assez récents chez nous, ils ont 3-4 ans. Mais c'est des choses, vraiment, il y a un terrain de jeu qui est super intéressant parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La transformation digitale, je me balade dessus, je ne vais pas m'étaler, je vais vous passer plutôt un film. Donc, le mandat Nutricet est de traiter la malnutrition. Aujourd'hui, donc on répond à des demandes chaotiques pour nos bénéficiaires. Une demande chaotique, c'est souvent des demandes imprévisibles de quantité importante. Et pour cela, on a lancé une démarche de transformation digitale dans l'usine depuis environ 2 ans. Pour lancer cette démarche, on s'est posé 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui mais qu'on peut encore mieux faire demain grâce à cette transformation digitale, grâce à des nouveaux outils. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui mais qu'on peut faire dorénavant parce qu'on a des solutions sur le marché, notamment des solutions digitales qui nous permettent de le faire. Au niveau de l'approche, on a eu une approche dans différents domaines, notamment par des POC, preuve de concept en français, dans des domaines comme la supply chain, la production, la qualité, la maintenance, voire la sécurité. On a voulu volontairement mettre en place différentes solutions, à peu près entre 8 et 10 depuis 2 ans, dans ces différents domaines pour commencer à, on va dire, semer quelques petites graines digitales dans différents services pour commencer à avoir une vision plus complète. Nous avons mis en place un outil de suivi des actions et d'amélioration et plans d'action dans l'usine. On a énormément de plans d'action dans l'usine, mais la difficulté c'est de pouvoir coordonner l'ensemble pour gérer les plans de charge et ressources. Ça nous a permis également de digitaliser les tours de terrain, notamment à l'hygiène par exemple. Maintenant, l'opérateur part pour faire son tour avec une tablette où il n'a plus qu'à saisir l'intitulé de la non-conformité,
L'avantage, c'est qu'il peut également ajouter une photo. L'autre intérêt, c'est également qu'on évite la double saisie, puisqu'une fois que la visite est terminée, les informations sont directement dans le système. On a mis en place également un outil de tracking de nos expéditions destiné à nos clients. Avant cet outil, on avait du mal à récupérer les données, ce qui générait une lourdeur administrative pour une fiabilité très faible. On s'était rendu compte de la difficulté d'avoir une visibilité et une traçabilité en fait sur nos flux export. Donc à partir du moment où le conteneur est chargé sur le port du Havre, à partir de là commence en fait le tracking en ligne. On va recevoir une notification par email nous informant que notre conteneur du coup a bien été chargé à bord du navire. Et pendant tout le déroulé en fait de l'expédition jusqu'au port d'arrivée, on sera soit informé par notification email, soit on pourra faire le suivi en fait en temps réel à n'importe quel moment via la plateforme. On est capable de sortir des indicateurs de performance. On peut challenger nos transitaires ou les compagnies avec lesquelles ils travaillent. On peut évaluer les retards sur certaines routes maritimes. On a également mis en place un mini MES dans l'usine de suivi de la productivité instantanée. Ce suivi permet d'enregistrer les causes d'arrêt, ce qui permet de récupérer ces causes, pouvoir en faire l'analyse et pouvoir améliorer la productivité. Nous savons ce qu'il se passe sur la machine grâce aux remontées de données qui sont faites grâce aux saisies des arrêts sur la tablette tactile. Auparavant, on avait des feuilles d'arrêt où on devait remplir justement sous forme de grille le temps d'arrêt, les types de pannes qu'on pouvait avoir. Ce temps réel, il permet déjà d'agréger des données sur 24 heures, sur un quart, ce qui nous permet de voir un Pareto des pertes et donc d'analyser le taux de panne de chaque machine. On a mis en place également un magasin, un modula dans le service maintenance qui nous permet de stocker nos pièces de maintenance et de pouvoir assurer le suivi. Chaque fois qu'un intervenant a besoin d'une pièce, est capable de la retrouver rapidement. Donc là, je fais une demande d'article. Donc là, c'est parti. Il est parti chercher le plateau. Et là, pour savoir où est la pièce, on a un laser. Je peux lui rentrer la liste informatiquement et c'est lui qui va appeler les plateaux et moi, j'ai plus qu'à poser les pièces. On a également digitalisé nos dialogues sécurité sur le terrain grâce à une application, ce qui nous permet directement sur le terrain, quand on dialogue, d'enregistrer le dialogue, les éléments vus avec le collaborateur, ce qui permet donc de récupérer les données pour pouvoir les analyser, notamment aux copies de sécurité mensuelles, et d'en tirer des plans d'action d'amélioration. Le manager prend simplement son smartphone, remplit en direct et l'envoie à l'ensemble des dialogueurs. Ensuite, c'est compilé dans une base de données qui me permet moi d'avoir immédiatement des statistiques sur la réalisation de ces dialogues. Donc le process de l'usine est de plus en plus technique avec l'automatisation, mais également avec les initiatives digitales qu'on a pu avoir. Donc il est de plus en plus informatisé, ce qui fait que nos compétences dans l'usine sont de plus en plus expertes et techniques. Pour accompagner tout ça, on a également une réflexion sur le e-learning, donc digitaliser plusieurs modules de formation. Pouvoir accompagner en présentiel en digitalisant un petit peu la partie théorique qui prenait effectivement beaucoup de temps. On parle beaucoup de blended learning, notamment pour ce type de formation où ils ont vraiment besoin de ressentir les conditions de travail. Il faut que ce soit fait en amont de leur arrivée en production. Il faut le combiner avec la partie qui devra rester en présentiel, de découverte du poste, d'acclimatation avec l'environnement. On souhaite digitaliser autant que possible ces modules pour rendre le support encore plus pertinent et encore plus qualitatif. Bien, merci de cette présentation qui est très claire. Je voudrais juste insister sur un point, c'est que c'est la plus importante usine dans le monde sur les aliments pour la malnutrition. Tout à fait, ouais. On a à peu près 250 collaborateurs sur le site. On a une capacité de 70 000 tonnes en moyenne en fonction des produits à l'année, qu'on peut monter avec les ouvertures jusqu'à 100 000 tonnes. Donc c'est important parce que c'est une lourde responsabilité quand on gère des crises. C'est-à-dire que quand justement il y a une crise forte avec des gros volumes, c'est sur nous qu'on compte en termes de volume et réactivité. En priorité, oui. En priorité. Par rapport à vos concurrents. Oui, tout à fait. Et ça implique ces aléas, cette demande forte à certains moments. Ça implique une agilité de l'entreprise qui est apportée par
la digitalisation, mais pas que, c'est aussi des questions de ressources humaines. C'est-à-dire qu'il faut que le personnel soit très mobilisable. Tout à fait, ouais. Alors il y a toute la partie process, tout ça, qui doit être agile avec les équipes autour de l'usine aussi, hein, toutes les appros, les fournisseurs, etc. Mais dans l'usine, on a réduit notre part d'intérim parce qu'on a quand même pas mal automatisé des postes notamment qui avaient peu de valeur ajoutée, de manutentionnaires, peu ergonomiques. Pour autant, quand ça accélère fort, on a encore quand même des appels d'intérimaires et l'enjeu qui est pas simple, c'est qu'on est entre la montée en compétences de notre process qui nécessite plus de compétences et de la disponibilité de compétences immédiates. Et aujourd'hui, c'est pas facile de rentrer un intérimaire qui soit tout de suite entre guillemets prêt à l'emploi, puisqu'il faut quand même pouvoir le former. D'où la formation e-learning. Tout à fait, le e-learning, des nouveaux outils qui nous permettent de le rendre, on va dire, prêt à l'emploi le plus vite possible. On a aussi des réflexions sur carrément le former avant même d'être dans l'usine, hein, avec la réalité virtuelle ou augmentée ou des choses comme ça. Donc voilà, ça, on y travaille activement.